Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être Hi everyone, cet thank après-midi you. pour cette masterclass avec Gaspard Noé, que j'ai un plaisir fou à modérer. Alors, deux petits mots sur Gaspard avant qu'il arrive, pour ceux qui n'auraient pas en tête toute sa filmo. Je suis sûr que vous avez revu là, pendant toute cette semaine, vous avez bossé là avant de venir, et vous avez tout vu. Mais bon, Gaspard... il a eu sa renommée internationale à la suite de cette projection extraordinaire à Cannes d'Irréversible, son deuxième long métrage en 2002. Ça lui a valu une réputation de cinéaste sulfureux, mais aussi de cinéaste formaliste. Et c'est vrai que c'est certainement un des auteurs les plus originaux et les plus forts en France. Et puis tous ces films derrière ont été examinés, débattus, ont parfois divisé, ont enflammé les passions. C'est Enter the Void en 2009, qui est tourné à Tokyo, qui est en fait pour une grande partie du film vu par un esprit. C'est un film vu par un mort, très différemment de ce que pouvait être Sunset Boulevard en 1950. Après, c'est cette expérience du mélodrame avec des scènes sexuellement explicites, c'est Love. Et puis en 2018, c'est Sexe, drogue et danse avec Climax. Et puis en 2021, Vortex, que lui-même disait c'est son film le plus adulte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, et ce qu'on verra cet après-midi, ce dont moi j'aimerais qu'on parle avec Gaspard, c'est en quoi, d'une part, c'est un cinéaste formaliste, mais en quoi c'est un auteur, et que finalement, il y a un fil rouge à travers ses films, et qu'il y a tout un propos sur la condition humaine. Et cette condition humaine, elle l'explore dès son premier film, Seul contre tous, et même encore avant, dans son court-métrage Carne, qui est en fait pas le prequel, mais en tout cas, Seul contre tous, et la suite de Carne. Alors, avant d'accueillir Gaspard, on va se remettre en tête toute cette belle filmographie avec le film hommage que a réalisé le festival. On regarde ça et on se voit tout de suite. Dis-moi, il écoutera pas. Dis-moi, est-ce que je suis. C'est vrai, plus que ça, mon pote, plus que ça. Petit bonhomme, plus que ça. Tu vois que tu parles un télo. Mais non, À la fin, est-ce que je parle un on arrive toujours terre à terre, on touche que le sexe. Voilà, après tu lui dis qu'il est un animal. Mais oui, son envie basique, il n'y a que ça. Il n'a pas de langage, tu peux pas savoir. Donc oui, moi, il y en a vouloir baiser, moi, il y en a vouloir manger, moi, il y en a Marcus. Mais essaye de diversifier un petit peu tout ça. Et moi, avoir beaucoup de mal, parce que moi, possède le langage. Regarde. Le langage, venez, on y va. On est arrivé? Bon, allez-y, moi, je vais rester, je vais me masturber un petit peu. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'installer dans un bled pourri avec cette grosse salope. Elle a eu ce qu'elle voulait. La même chose que toutes les femmes, d'ailleurs. Un bébé qui lui pompe les seins, qui grandisse et la protège jusqu'à la mort. C'est tout con à faire, et ça leur donne l'impression que leur vie a un sens. Comme si la vie pouvait avoir un autre sens que sa propre survie. Mon existence n'a été qu'une merde. Une merde colossale voulue par une salope de mère qui a pris son pied et dont je ne connais même pas le visage.
Vas-y, répète ce que tu m'as dit tout à l'heure. Vas-y, tranche de macaque. Répète-le si t'es encore un homme. Moi, je te bute. Est-ce que tu veux un... Oui, oui, oui. Stop, merci. Santé. Santé. La vie est un rêve, non? Oui. La vie est un rêve dans un rêve. À nous. À nous. À nous. Allez, on va tourner la répétition. Est-ce qu'on est prêt à lancer l'action? Et bien vénère. Je tourne. Clap de fin. Allez, action, répétition, déclaration. Mesdames, Messieurs, Gaspard Noé. Gaspard, bonjour. Alors, on sait qu'on se tutoie parce que comme on se connaît depuis longtemps, on trouve que c'est plus facile de se tutoyer. Ça ferait trop faux. On sait que tu es né, en Argentine, d'un père peintre et d'une mère qui travaillait dans le social, qui était très engagée. C'est au moment de cette enfance en Argentine, parce que tu arrives à Paris à 12 ans, mais c'est au moment de cette enfance en Argentine que tu découvres le cinéma? Le premier souvenir de... je suis né en Argentine, mais mon père qui était peintre, il avait eu la bourse Guggenheim pour aller peindre en pleine période pop art à New York. Et du coup, à peine je suis né, genre 2 mois après, ils sont partis à New York. J'ai grandi à New York jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Et mon tout premier souvenir cinématographique, c'était de regarder Jason et les Argonautes à la télé, dans l'appartement de New York qu'avaient mes parents. Et j'avais adoré les squelettes qui se battaient avec des épées. Et voilà, je crois que c'est mon premier gros flash de cinéma. C'était à 4 ans devant un poste télé. Après, en Argentine, quand ils sont rentrés, que j'avais 5 ans, il y avait beaucoup de cinéma, autant qu'à Paris. C'était très facile dans tous les quartiers, il y en avait. Et puis... comme à un moment, mes parents ils habitaient près du centre-ville et qu'en plus ils connaissaient aussi les gens qui géraient la cinémathèque qui était à 200 mètres de l'appartement. J'allais tous les jours voir des films à la cinémathèque pour adultes, pour enfants. Je rentrais partout. Ouais. Et j'avais eu la chance aussi d'avoir un copain de classe dont le grand-père était caissier dans une des plus grandes salles du centre de Buenos Aires. Et il avait un autre oncle qui était caissier dans une autre salle. Donc, grâce à l'oncle et au grand-père qui passait des coups de fil à tous leurs autres amis caissiers du quartier, on allait voir deux films par jour. En Argentine, l'école, c'est le matin et l'après-midi, t'es libre. Donc, on allait voir des films interdits aux mineurs. Tu vois, on avait 10 ans, on allait voir Justicier dans la ville 1, 2, tout ce qui nous passait par la tête. Et voilà, du coup, j'étais un junkie du cinéma très tôt. Et tu fais partie de cette caste de cinéastes comme Winding Refn et Christopher Nolan qui découvrent 2001 très tôt, le film de Kubrick. Moi, je l'ai découvert à 6 ans. C'est mes parents qui m'ont
qui m'ont emmené dans... Ah, c'est synchronisé avec 2000 ans. Mais non, moi je l'ai vu, je crois que j'avais 6 ans, au moment de la sortie à Buenos Aires. Et je me souviens, j'étais comme sur le balcon d'une très grande salle de cinéma au premier rang. Et j'étais subjugué par le film. C'est peut-être mon premier trip. Tu vois, c'était pas chimique, mais j'avais l'impression d'avoir une hallucination. Et le passage du tunnel, tout ça. Et je me souviens que j'étais sorti, j'étais tellement enthousiaste qu'on avait parlé du film avec mes parents. Par la suite, je demandais à aller voir tous les étés. Je voulais revoir le film, mais je comprenais pas et tout. Qu'est-ce que c'était que cet enfant avec une tête aussi grosse à la fin du film? C'est quoi? C'était énorme. Et c'est là, je me souviens que mes parents m'ont expliqué sur le retour. Je me souviens plus si c'était en métro, en taxi ou quoi, mais ils m'ont expliqué que c'était un fœtus. Et qu'est-ce que c'est qu'un fœtus? Et de là, ils m'ont expliqué toute l'histoire de la graine que le père met dans la mer, etc. Du coup, j'ai compris qu'est-ce que c'était l'origine de ma propre vie. C'est que j'avais été un espèce de monstre comme ça, avec une grosse tête à un moment à l'intérieur du ventre de ma mère. Et du coup, tu vois, ça avait dramatisé encore plus l'expérience du film. Je dis, c'est de là qu'on vient, hein, où est-ce qu'on va, mec? Et voilà. Je pense que depuis ce jour-là, je me suis dit, tiens, quiconque a fait ça, je l'envie, et j'avais envie d'être réalisateur depuis ce jour-là, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc c'est là où tu te dis, j'ai envie d'être réalisateur de films. Donc tu vas faire l'école Louis Lumière à Paris. Parce que ce que je dis, c'est que donc à 12 ans, tu viens avec ta famille. En fait, vous fuyez la junte militaire. Surtout mes parents la fuyaient, ouais. On était dans les valises, moi et ma sœur. Mais ouais, à un moment, c'est... En Argentine, il y a eu un coup d'État, bien sûr. 76 mi-76. En tout cas, mon père était parti juste après le coup d'État. Il y avait des descentes de flics en civil à la maison avec des mitraillettes, tout ça. Il est parti en courant. Et ils nous envoyaient des lettres de Paris en disant, oui, Paris c'est génial, vous allez bientôt débarquer. Il y a des films comme 1900, Salaud de Pasolini, etc. Et du coup, je suis arrivé à l'âge de 13 ans à Paris en disant, ouais, il y a des cinémas avec des films fabuleux comme La Grande Bouffe, Salaud, etc. Et je sais pas, comme il était tout seul à Paris, il allait au cinéma tous les jours. Et voilà. Et il m'envoyait des BD. Je me souviens que un des trucs qui m'a donné envie de venir à Paris, dans la valise de ma mère, c'était qu'il m'envoyait des BD de Tardy, Adèle Blanc-Sec. Et j'ai dit, waouh, en plus, à l'époque, j'étais aussi obsédé par la BD, et il y avait des magazines, Circus, Charlie. Il m'envoyait pour m'appâter, pour que je vienne en France. Et voilà. Il m'a bien appâté. Et du coup, cette envie de devenir réalisateur, ça te poussait à toi-même déjà faire des petits films avec des caméras ou... Non, il m'a offert un moment, il m'a offert une caméra Super 8. Mais initialement, quand j'étais adolescent, je pensais plus que j'allais faire de la BD. Parce que faire du cinéma me paraissait très compliqué. Mais c'était un rêve. Mais je lisais beaucoup de BD, je dessinais. Mais faire des BD, c'est un acte très solitaire, c'est comme la littérature. Et je suis content que, à l'époque où je passais mon bac C, et bizarrement, quand vous changez d'hémisphère, de l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord, comme les saisons sont décalées de 6 mois, j'étais arrivé avec en milieu d'année scolaire, et je pouvais soit perdre 6 mois, soit gagner 6 mois. Donc en réalité, j'ai sauté 6 mois et j'ai fini mon lycée à 17 ans. Et à ce moment-là, à 17 ans, mon père croise un chef opérateur argentin qu'il connaissait, Ricardo Aronovich, qui avait fait des films avec Alain René. Et du coup, il dit, tiens, Raoul Ruiz, qui habite à Paris. Hein. Ouais. Et je sais pas, il dit, comment va ton fils? Mon fils, il sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme études l'année prochaine. Et Ricardo Aronovich, presque pour rigoler, lui dit, mais il faut qu'il fasse du cinéma, il y a une très bonne école, l'école des Lumières. Mon père, il rentre à la maison, il dit, tiens, pourquoi tu n'essaierais pas l'école des Lumières? T'aimes beaucoup le cinéma? Je dis, ok. Et un peu par hasard, j'ai passé le concours d'entrée de l'école des Lumières, et j'étais très bon en maths, et c'était très scientifique, le concours d'entrée. Et du coup, à 17 ans, j'étais rentré à l'école des Lumières, et j'étais peut-être l'élève le plus jeune qu'ils aient jamais vu. Et une fois que j'étais dedans, t'apprends à utiliser la caméra, t'apprends à faire du montage, et surtout il faisait 3 films de promo par an, et la plupart des autres élèves, ils voulaient être réalisateurs. Non, ils ne voulaient pas être réalisateurs, ils voulaient être cadreur, assistant caméra ou chef opérateur. Et du coup, quand ils ont demandé volontaire pour faire un court-métrage, j'ai levé le doigt. J'ai dit, moi, je le fais. Et du coup, finalement, j'ai réalisé un court-métrage à l'intérieur d'école. J'étais très content du résultat.
j'avais même donné le titre. Tintarella di Luna. Et même à l'époque, effectivement, on dit oui, il faut trouver les comédiens. Et déjà à l'époque, je me méfiais un peu des comédiens. Et du coup, j'ai proposé, pour faire le rôle du tueur en série, j'ai proposé à mon père de le jouer. Il l'a fait très bien. Il a un peu étranglé la comédienne. Et il y avait le mari de la comédienne qui se plaignait. Ah, mais vous l'étranglez pour de vrai. Je dis, mais je suis pas comédien, je me mets en transe. C'était bon, mais en tout cas, j'étais content de faire ce court-métrage à l'intérieur de l'école. Et à partir de là, je me suis dit, oui, ça c'est bon, je vais faire du cinéma. J'avais pas envie de faire d'autres études. J'ai fait, en amateur total, j'ai fait 2 ans ou 1 an et demi de philo à la fac de Tolbiac parce que j'étais feignant et c'était juste en traversant la rue, il y avait la fac de Tolbiac. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire de facile cette année? Je suis trop jeune pour travailler. Et du coup, j'allais en fac, je suivais les cours sur Nietzsche, sur le temps, sur Platon. Mais chaque fois qu'il y avait un examen, je disparaissais. Et puis ils disaient, mais j'avais pas de notes. J'étais jamais aux examens, j'allais juste en auditeur libre. Et à ce moment-là, il y a un très bon ami de mon père, un autre exilé argentin, Fernando Solanas. Grand cinéaste. Grand cinéaste et grand militant politique. Et qui était à Paris. Et son fils était mon meilleur ami. Et du coup, il me propose, il préparait un film qui s'appelle Tango, l'exil de Gardel, et puis il m'a proposé mon premier salaire, je devais être son secrétaire perso, etc. Et c'était comme travailler avec son oncle. Tu vois, j'étais en famille, je me suis beaucoup amusé à faire un long métrage après. Tu vois, une expérience entraîne l'autre, et puis avec la cinéphilie aidant, on essaye de faire de mieux en mieux. Voilà. Et tu seras même assistant sur son 2e film, enfin sur un 2e film avec lui qui est Le Sud, qui va à Cannes. Ouais. Et tu vas monter ta propre structure, en fait, ta propre société de production avec Lucie Ladzilovic. Oui. C'est surtout que quand j'avais fait le film Tintarella di Luna, après le film il avait eu un certain succès en salle et on m'avait proposé à un moment de me l'acheter. Mais l'école de Lumière n'avait pas le droit de vendre le court-métrage. Du coup, je dis comment est-ce que je peux le vendre? Et j'avais des amis qui avaient une boîte de production de court-métrage. Je dis, est-ce que vous pouvez pas le récupérer et vous le vendez à la télé? Et effectivement, Tintarella di Luna était passé à la télé, mais avec un logo de la production de mes amis. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la suite, je me suis dit, si moi je réalise des courts-métrages autofinancés ou Lucille, avec qui je sortais déjà à l'époque, réaliser des trucs, il faut quand même qu'à un moment on les vende à Canal+ ou ailleurs. Donc il faut monter une structure légale pour pouvoir toucher l'argent et récupérer la TVA. Et à l'époque, ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait un mec que certainement pas mal de gens connaissent ici, qui était totalement fou, qui montait des GIE pour d'autres réalisateurs, et il était très très sympathique, et j'avais été le voir conseillé par d'autres réalisateurs de courts-métrages, c'était Luc Moulet. Et du coup, il donnait même un petit feuillet, le petit Moulet illustré. Et il t'expliquait toutes les arnaques que tu pouvais faire au CNC, de ça, et c'était comment prendre l'argent et s'enfuir, etc. Et grâce à Luc Moulet, j'ai monté ma boîte des cinémas de la zone avec Lucille, et on a réussi à arnaquer l'État de plein d'aides qu'on n'aurait pas mérité autrement. Et après, effectivement, c'est avec ça qu'on a fait un film qui s'appelle Pulpamer, que j'avais réalisé. Lucille avait fait un truc qui était aussi un film de l'IDEC, l'école où elle était, dont on avait récupéré les droits, qui s'appelait La Première mort de Noé. Et du coup, un jour, Starfix, le magazine Starfix de l'époque, avait fait un article sur son court-métrage à elle et mon court-métrage à moi. Et déjà, la boîte s'appelait Les Cinémas de la Zone. Et du coup, je sais pas, il y avait un article qui à la fois était très élogieux, mais qui disait ces films qui sentent comme une bouche d'égout entrouverte. Je me suis dit, putain, j'adore. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, ouais, ça y est, on est sur le bon chemin, etc. Et après, j'ai voulu faire un truc qui sente encore plus fort la bouche d'égout entrouverte, et j'ai fait Carne. Voilà, Carne, qui est donc le film qui, j'allais dire, va te faire connaître de la cinéphilie mondiale. Il est sélectionné à la Semaine de la Critique en 1991. Et donc, à partir de là, tout le monde le voit. Enfin, c'est aller à Cannes, c'est une chance extraordinaire pour un cinéaste. C'est en double programme avec La Vie des morts d'Arnaud Desplechin. Donc, c'est quand même un double programme. Un peu. Un peu. Et c'est un peu bizarre.
Oui, on peut le dire. Bah, ça, c'est les sélectionneurs qui... en fait, je me souviens, on a commencé par voir Carnes et j'ai dit on le prend. Et les gens me disent mais on prend des longs métrages, comment on fait avec... C'est trop long parce que le film fait 38 minutes, 36 minutes, c'est trop long pour un court métrage. Bah, je dis avec de la chance, on trouvera un autre moyen métrage pour mettre en tandem. Et on a trouvé La vie des morts. Et du coup, on mettait quand même La vie des morts d'abord et Carnes après. Après, ce qui était bizarre, c'est qu'avec ce film, du fait qu'il était passé à la semaine de la critique et que j'avais eu le prix du court-métrage de la semaine de la critique, il avait été pris pour presque tous les festivals, par tous les principaux festivals du monde pendant un an, à commencer par l'autre gros festival de l'époque, c'était le Festival de Toronto, qui était dirigé par David Overbey à l'époque. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai fait un film ultra fauché de 39 minutes, et tout d'un coup, on me paye des voyages grâce à Unifrance en business. Je ne savais même pas ce que c'était que la business. On te met dans des hôtels de luxe, on t'offre du champagne, etc. Je dis, bien, c'est la belle vie qui commence. J'avais à peine 27 ans. Je me dis, ça y est, je suis traité comme un prince pour un film fauché sur un boucher fauché, incestueux de surcroît. Voilà, génial. Mais et du coup, voilà, fête après fête, festival après festival. Je me suis beaucoup amusé pendant un an. Le film est sorti en salle, il est même sorti au Japon. Entre-temps, il y a un problème avec les festivals, c'est très drôle, mais il y a toujours des fêtes tous les soirs. Il y a l'alcool à volonté tous les soirs. Donc, c'est là que j'ai commencé à devenir un addict des fêtes. Surtout à l'étranger. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder un extrait de Carnes, parce que moi, il me semble que... Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous n'avez pas vu Carnes dans la rétrospective Gaspard Noé, parce que le film est en restauration, il est fini de restaurer. La promesse que vous fait Gaspard, c'est que vous verrez ici, au Luxembourg, le double programme, Carnes, Seul contre tous, restauré. Voilà, dès l'année prochaine, certainement. Et là, on voit un extrait de Carnes non restauré, mais ça vous donnera un goût de ce que c'est. On y va. Il n'y en a pas pour longtemps. Tu m'en veux pas. De toute façon, je reviendrai. Ça suffit. Suivez-moi. Tu n'es pas tout seul. Je sais que tu veux répandre une épidémie sur ce monde. Tu m'entends, Lucifer? Mes amis, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Les diables ont envahi le monde. Aidez-moi! J'aurais tellement aimé qu'elle m'appelle papa, au moins une fois dans ma vie. Mais non, tout ce que j'aurais aimé dans la vie, je ne l'ai jamais eu. Pas de mère, pas de femme. Et même ma fille, je ne l'ai pas vraiment eue. Mais elle, je l'ai aimée. C'était la chair de ma chair, le sang de mon sang. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'installer dans un bled pourri avec cette grosse salope. Elle a eu ce qu'elle voulait. La même chose que toutes les femmes, d'ailleurs. Un bébé qui lui pompe les seins, qui grandisse et la protège jusqu'à la mort. C'est tout con à faire, et ça leur donne l'impression que leur vie a un sens. Comme si la vie pouvait avoir un autre sens que sa propre survie. Le monde, c'est chacun pour soi. Un type tire sa crampe, et pour un orgasme de 9 secondes, son enfant doit morfler pendant 60 ans. Mais la grosse, est-ce qu'elle se rend compte que l'existence de son enfant sera encore plus nulle que la sienne? Sûrement qu'elle a calculé que ce bébé lui torchera le cul quand elle sera vieille. C'est sûr que c'est pas moi qui va lui tenir la main dans son lit de mort. Oh non. Mais moi, je vais lui pomper le cul. Je vais le lui ramener tellement fort qu'il va faire une fausse gauche. Ouais. Si je l'encule assez fort, je pourrais épargner un innocent 60 ans de calvaire.
Voilà ma mission dans ce monde. Sauver cet avorton qu'elle veut faire pousser dans ses tripes. Je l'encule. Je vais tous les enculer. Encore plus fort qu'ils ne l'ont fait. Et alors, elle va pas crier ou quoi? Je vais te la faire crier, moi. Crie, vas-y, crie, espèce de vache. Crie, crie. Alors, vous imaginez le choc qu'on découvre ça en 91, mais aujourd'hui, c'est passionnant de revoir le film parce qu'en fait, j'allais dire, presque tout Gaspard Noé est déjà là. Hein, vous voyez déjà tout le côté construction formelle. Alors, sur le côté qui est qui, vous avez repéré l'infirmière au début de l'extrait, c'est Lucie Lazilovitch, qui donc est aussi monteuse et productrice du film, coproductrice du film. L'enfant, la fille du boucher, est jouée par quelqu'un qui est devenu aujourd'hui une réalisatrice bien connue. Blandine Lenoir. Blandine Lenoir, que vous connaissez, Aurore, Annie Colère et tout ça. Et puis le boucher, évidemment, c'est Philippe Naon, qui donc reprendra ce rôle dans Seul contre tous, qui est vraiment une suite. Mais avant d'aborder Seul contre tous, ce qui est fou, c'est que là, donc, c'est la fin de Carne, et il y a déjà ce monologue qui y aura tout le temps dans Seul contre tous. Hein, si vous l'avez entendu, il y a cette voix off qui recouvre tout le film. Et ce qui est intéressant, c'est que avec ce film, avec Carne, on a déjà ton goût du mot. Hein, du mot MOT, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un plaisir de l'écriture, un plaisir du verbe. Après, un truc, c'est le verbe dans les dialogues. Et peut-être un des films qui me fascine le plus au niveau des dialogues, c'est La maman de la putain de Jean Eustache. Et c'est pour ça que j'ai pris Françoise Lebrun pour jouer dans mon dernier film, Vortex. Mais et apparemment, les dialogues du film Jean Eustache sont pris sur la vraie vie. Mais effectivement, tu as des gens qui, que ce soit dans un documentaire ou quand on note et qu'on reproduit, il y a une manière de parler dans la vraie vie qu'on retrouve rarement dans le cinéma. Dans le cas de ce film, j'étais plus inspiré par des films qui utilisent la voix off comme un flow hypnotique ininterrompu. Il y a un peu de voix off dans Taxi Driver. J'ai toujours adoré Taxi Driver, mais surtout, il y a un film qui avait été interdit au moins de 18 ans, donc qui est entré dans la catégorie pornographique pour extrême violence, qui s'appelait Schizophrénia, qui n'était pas sorti en salle à cause de son interdiction au moins de 18 ans, mais qui était sorti en VHS. C'est Nicolas Boukrieff et François Cognard de Starfleet qui me disaient il y a un film autrichien hallucinant, tu vas adorer. Et c'était à l'époque où je montais déjà Carne, et du coup je l'avais vu et j'aimais tellement cette VHS qu'après chaque fois que j'avais un invité, je leur montrais ce film. Et c'est l'histoire d'un psychopathe qui sort de prison, qui est une famille, et il y a une voix off ininterrompue qui marchait très bien aussi parce que c'était en VF. Et je me dis putain, qu'est-ce que c'est que ça nous dit vraiment fort cinématographiquement, c'est de se mettre dans la tête d'un personnage. Et je l'ai utilisé du coup sur Carne. C'était pas prévu au départ qu'il pense autant, mais j'en ai mis beaucoup et j'en ai mis encore plus sur Seul contre tous. Et ce film Schizophrénia, qui a en partie inspiré l'usage ininterrompu de voix off, je l'avais vu tellement de fois que je connaissais les dialogues par cœur. Et même quand j'ai des amis qui ont vu Carne et Seul contre tous il y a longtemps, des fois ils me récitent des tirades. C'est comme une mélodie ou comme une chanson. Et les dialogues, pour dire vrai, ils n'étaient pas écrits au moment du scénario. Ils ont toute la voix off, elle a été écrite une fois que le montage était fini,
que ce soit pour Carnes ou pour Seul contre tous, j'avais chronométré les espaces vides qu'il y avait. Par exemple, s'il y avait 1 minute pendant laquelle, dans Seul contre tous, le boucher marchait, je dis tiens, il faut que j'écrive 1 minute de pensée. Mais quand les gens parlent ou qu'ils lisent un texte, ils cherchent leurs mots, ils respirent. Et du coup, pour avoir 1 minute de voix off, j'écrivais 3 minutes de voix off. Et au montage, je coupais tous les silences, les respirations. Et c'est pour ça que si on voit le film, on se dit tiens, effectivement, la voix off, il ne respire pas. C'est comme un flux ininterrompu. Il y a, je ne sais pas s'il est déjà passé Seul contre tous, ou il va passer. Il est passé, oui, il est passé. Il y a un moment, parce que là, comme j'étais en train de faire la restauration à Paris ces derniers temps, j'ai revu le film plusieurs fois, et il y a un moment que je trouve particulièrement intéressant à la fin de Seul contre tous, c'est un moment où le personnage du boucher devient vraiment fou, et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, s'il faut qu'il se suicide avec sa fille ou pas. Et il y a une voix off que j'avais écrite, très chargée, mais que j'avais écrit de manière linéaire. Et du coup, il y avait 3 minutes de séquence. Je me dis, tiens, je vais écrire 9 minutes pour en faire 3 minutes. Et après, j'avais mis la voix off, comme ça, compressée, sur 3 minutes sur la séquence. Mais t'arrivais quand même à suivre un cheminement logique du boucher. Je dis, tiens, je vais faire un truc maintenant supplémentaire. Je vais prendre les 3 minutes et je découpe en 3 blocs. La première minute, deuxième minute, et je prenais une phrase de la première minute, une phrase de la deuxième, une phrase de la troisième. Et du coup, tu as un moment, le boucher, c'est comme s'il avait 3 pensées, 3 histoires dans sa tête qui circulaient en même temps, et ça saute d'une logique à l'autre. Et là, tu te dis, ah ouais, effectivement, c'est plus comme ça, la pensée humaine. Tu n'as pas un seul monologue, tu as des monologues entrecroisés, 2 ou 3. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que, en tout cas, sur Carnes et sur Seul contre tous, tes films se font beaucoup aussi au moment du montage. C'est-à-dire que c'est des films, déjà, tu fais plus de storyboard, tu as fait des storyboards pour Tintorella et après, tu n'as pas aimé. Ouais, mais en plus, comme j'ai cinéma, je faisais des storyboards où c'était que des images très frontales. Et non, mais j'ai arrêté. Donc, et du coup, tu vas plus loin. C'est-à-dire que sur le tournage là, de cette histoire de Boucher Chevalin, tu n'as quasiment pas de scénario que tu donnes à Philippe Naon. Tu lui donnes au jour le jour. J'avais un scénario de Carnes pour avoir de l'argent de préachat de Canal+. Sur Seul contre tous, un moment, après le succès de Carnes, qui était sorti en salle en France, qui avait été dans plein de festivals, et qui était sorti au Japon, qui avait eu beaucoup de succès grâce à l'aide d'Agnès B. Du coup, le film était comme un film culte, alors qu'il faisait que 37 minutes. Je me suis dit, je vais faire Carnes version longue, mais pour des questions juridiques, parce que j'avais ma petite société que j'avais montée grâce à Luc Moulet, et qui n'était pas une SARL, une société à responsabilité limitée. Je ne pouvais pas changer le statut du film de court en long, et en plus, à l'époque, la personne qui s'occupait des programmes longs à Canal+, n'aimait pas du tout le cinéma transgressif. Et du coup, finalement, c'est des programmes courts et Alain Degreffe qui m'ont dit ouais, mais si tu veux on te finance la suite comme un autre court-métrage. Et j'ai lancé la deuxième moitié de Carnes, dont je pensais faire une version longue, avec un préachat pour un court-métrage. Sauf que ce court-métrage est devenu un long-métrage de par lui-même. Donc Carnes, ça fait 36 minutes. Seul contre tous, il fait 90 minutes. Et entre les deux, en plus, il y a Lucille qui a dit ah, t'as de la chance, toi tu voyages, on t'invite partout dans les festivals, tout ça. Et elle voulait faire un court, et du coup, elle a fait aussi un moyen-métrage. Donc, la vérité, c'est qu'entre Carnes et Seul contre tous, on a fait ce film qu'elle a réalisé qui s'appelle La Bouche Jean-Pierre, où moi j'étais cadreur, producteur, et du coup, à tour de rôle, on s'est entraidés. Et même, il y a des moments où on s'est permis de projeter les 3 films qui étaient filmés tous les 3 au format scope. On passait Carnes, La Bouche Jean-Pierre, et Seul contre tous, presque pas comme si c'était un diptyque, mais comme une trilogie, et ça marche très bien en trilogie, mais sauf qu'effectivement c'est une autre histoire, et puis on revient à l'histoire du boucher. Bon, en tout cas, finalement j'ai fait le long métrage, et là, à nouveau, il était sélectionné, Seul contre tous, il était sélectionné des années plus tard, il était sélectionné à la Semaine de la Critique, et cette fois-ci, j'ai eu le prix du long métrage de la Semaine de la Critique, et voilà.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que c'est du scope, c'est carrément du 16 mm scope, du Super 16. C'est du Super 16 scope. Non, c'est pas du Super 16, c'est du 16 anamorphique. C'est qu'à un moment, j'avais acheté au puce une caméra Bolex 16, c'est la manivelle. Et j'avais trouvé au puce, je lui ai dit, mais c'est quoi ce système bizarre? Il y avait un anamorphoseur devant, il dit, oui, c'est pour faire du cinémascope. Je dis, on peut faire du 16 cinémascope et le pousser en 35 scope. Et c'est comme ça que je m'étais retrouvé après avec un film 35 mm cinémascope qui faisait cher pour Carnes. C'est parce que j'avais acheté une Bolex avec un anamorphoseur. Je ne sais pas qui c'est qui faisait des films en scope avec une Bolex à la manivelle, mais ce même anamorphoseur, on pouvait le mettre devant une caméra normale. Donc je me suis dit, ok, je fais un film fauché, mais grâce au double système de lentilles, le résultat final aura l'air cher comme un film américain, ou comme certains films italiens. Les giallo, ils étaient en scope. Même tout le cinéma d'auteur japonais des années 60-70 pour concourir avec la télé. Et les films de Wakamatsu, tous les films d'Anikatsu, ils étaient tous en scope. Et du coup, depuis ce premier moyen-métrage Carnes, j'ai jamais fait autre chose que des films en cinémascope. Ça me paraîtrait impensable de passer au 1,85, au 16 neuvième ou au 1,33. Et ce qui est important avec Carnes, c'est qu'on sent déjà la complicité avec un chef opérateur, en l'occurrence Dominique Collin, qui fera Carnes et Seul contre tous. On l'a vu dans l'extrait, il y a quand même un choix de cadrage qui est hyper particulier. Par exemple, on voit la bouche, on voit pas le haut du visage. Enfin, je veux dire, il y a quand même une idée de... Après, dans la plupart de mes films, c'est moi qui fais la caméra. J'étais à l'école des Lumières et du coup, j'étais même formé pour être assistant en caméra, mais c'est quand même si tu es derrière l'œilleton, tu as l'impression d'avoir la première vue sur le film à venir. C'est rare que je lâche la caméra au chef opérateur, sauf qu'on sait poursuivre des gens qui sont plus grands que moi. Dans Enter the Void, le comédien était beaucoup plus grand que moi et du coup, pour tout ce qui est accompagnement du comédien, je demandais à Benoît Benoît Deby, le chef. Benoît Deby, mon chef opérateur, de le suivre avec la caméra portée. Mais sur Climax, par exemple, de tous les danseurs, c'est moi qui cadre. Et sur Enter the Void, même les mouvements de grue, c'est moi qui manipule la grue. Ça fait partie des plaisirs de faire un film que de faire la caméra. Et pour le tout dernier film, Vortex, qui est en split screen, donc à deux caméras qui filment. Moi, je faisais une caméra et Benoît faisait l'autre, mais du coup, on évitait de se croiser. Mais plus tu peux cumuler de postes dans un tournage, plus le film te ressemble. Mais des fois, c'est pas possible. Il y a des gens qui arrivent à faire la musique. Je sais pas, tu vois un film de Vincent Gallo, il a tous les postes. Il est même comédien, cadreur. Comment tu peux être cadreur et comédien? Mais il arrive. Tsukamoto, il fait un peu ça. Il est producteur, scénariste. Mais moi, la lumière, ça prend trop de temps. Et Benoît le fait tellement bien que j'aime travailler avec des chefs opérateurs, mais j'aime bien faire la caméra. Alors, ce qui est aussi surprenant sur Carnes, c'est le travail de la couleur. C'est-à-dire que c'est beaucoup de jaune, de rouge. À l'époque, tu disais que tu t'étais inspiré, c'est donc l'histoire d'un boucher chevalin qui, à la suite d'un malentendu, va tuer un ouvrier, enfin va blesser gravement un ouvrier arabe, va se retrouver en prison et tout ça. Et donc, tu étais fasciné par cette revue qui existait en France, qui s'appelait Détective, qui racontait des faits divers et qui était très spectaculaire. Enfin, je veux dire, c'était toujours, ça cherchait le scandale. Elle existe toujours, mais c'est juste les couvertures qui sont moins bien. Ils sont moins bien, voilà. Et du coup, tu avais ce côté rouge, noir, jaune, un peu... Ouais. Après, je me suis dit, quand tu fais un film qui s'appelle Carnes, en France, c'est l'argot qu'on utilise pour dire de la viande de cheval. C'est de la carne, ou pour un vieux cheval, on dit de la carne. En espagnol, carne, ça veut dire la chair aussi. Donc, dans ma tête, c'est un mélange de viande de cheval et de chair. Parce que, comme j'ai grandi en parlant espagnol avec mes parents, je voyais un côté charnel dans ce titre. Et voilà. Et par exemple... par rapport aux couleurs du film, je me suis dit, je vais faire un film qui s'appelle Carnes, avec des couleurs de viande, de graisse et d'os. Donc effectivement, le blanc est un peu osseux, les jaunes sont graisseux et le rouge, c'est comme le rouge de la viande. Et tout le film était teinté comme ça. Et la seule manière pour faire ça à l'époque où je fais le film,
il n'y avait pas d'étalonnage numérique où tu peux extraire le bleu, extraire le vert. Il fallait juste faire attention à ce que tout ce que tu mets devant la caméra soit dans les teintes que tu veux. Donc on cherchait que des décors dans ces teintes-là, on cherchait des vêtements dans ces teintes-là. Et même pendant tout le film, j'ai jamais cadré le ciel pour pas qu'il y ait une touche de bleu. Parce que c'est le ciel, à part si c'est un jour gris, le ciel il est bleu et du coup il n'y a rien. Personne ne porte un jean ni dans Carne ni dans Seul contre tous. Et voilà, du coup tu te dis tiens, ça donne une teinte de vieux film ou d'une époque passée. Ouais. Il y a aussi sur le montage, on l'a vu dans l'extrait là, cette utilisation des détonations entre les scènes. Enfin, il y a un côté. Ça t'est venu quand? Ça t'est venu? C'est avant la préparation ou c'est au montage que tu te dis je vais dynamiser sur montage. Souvent les idées les plus drôles, elles arrivent pendant le tournage ou au montage. Et là, par exemple, le cheval à bascule qui renvoie à une autre scène où cette gamine déjà un peu grande, son père lui paye un tour de cheval à bascule là, devant un magasin comme il y avait autrefois, qui renvoie à la première scène du film qui est aux abattoirs où il y a un cheval qui se fait abattre et puis après le chevauchement sexuel et tout ça. T'as ça dans tes notes en préparation en te disant je vais faire tout un système d'écho autour du cheval, de la chevauchée, tout ça, ou c'est au tournage que ça s'amplifie? Sur le tournage que ça s'amplifie. En général, même, je dirais, le scénario de Carne, il était plus long que presque tous les longs métrages que j'ai fait par la suite. Parce que Carne, j'avais encore un scénario qui devait faire 15 pages. Après, le scénario le seul scénario que j'ai eu de ma vie qui faisait 90 pages, c'était Enter the Void. Mais Irréversible, c'était 3 pages. Love, c'était 5 pages. Climax 6, 7. Et Vortex, j'avais grossi les lettres pour pouvoir le déposer au CNC et tenter l'avance sur recette. Et du coup, les lettres étaient 14 pages. On n'a jamais reçu un scénario aussi petit, mais si j'avais mis la typographie normale, ça aurait fait encore 4 pages. Mais heureusement, maintenant, à cette époque-là, c'était la période du Covid, et du coup, tu avais des rendez-vous Zoom où finalement, le truc ne se passait pas au niveau du scénario. C'est que maintenant, c'est comme si tu es convoqué au commissariat, tu as 9 personnes qui te regardent et tu t'as expliqué pourquoi tu veux faire le film. Et apparemment, j'étais crédible, j'étais émouvant. Je sais pas. J'ai dit que ma mère avait eu l'Alzheimer, etc. Ça marchait. Quand tu là, j'en revenais pas. Le seul mec qui a peut-être aussi arnaqué de l'argent au CNC avec 3 pages, c'était Godard. Mais bon, c'était Godard. De Godard, on a l'impression on sent quand même l'influence dans Carne, notamment avec l'utilisation des intertitres que tu utilises aussi dans Seul contre tous, avec à la fois de temps en temps des intertitres informatifs qui donnent des lieux, de dates et tout ça, et puis d'autres où tu interpelles le spectateur. La mort n'ouvre aucune porte. Ouais, mais je pense que ça vient aussi du cinéma muet. Godard était inspiré par le cinéma muet, par Berthoff, par tous les grands classiques, et moi j'adore le cinéma muet. Et c'est vrai aussi que peut-être le goût de la typographie et des titres vient de mon amour de la BD, Parce qu'on a vu là le film hommage tout à l'heure avant que tu arrives, ça commençait par des génériques, des images et génériques de ton film, et on voit un jeu incessant avec les typos. Bon, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est le générique d'Enter the Void. Moi, bizarrement, j'adore celui d'Enter the Void, mais celui de tous mes génériques que j'aime le plus regarder, c'est parce que à cause des lumières qui clignotent, c'est le générique de fin de Lux Aeterna. Absolument. Il est encore plus malaisant. Et là, on a vu le tout premier carton du générique de fin de Carne, et vous avez vu Carne, et c'était quoi? C'était comme vous avez vu Suspiria de Dario Argento. Effectivement, j'avais vu Suspiria. et pour Seul contre tous, j'avais pas vu, mais j'avais lu il y a une idée à la fin de Seul contre tous, c'est qu'à un moment il y a un compte à rebours. Vous avez 30 secondes pour quitter la salle si vous êtes trop impressionnable. Et je l'ai pompé sur un truc, mais j'avais lu un article sur un film de William Castle, homicidal, où il disait The Fright Break, il vous reste 10 secondes pour quitter la salle si vous êtes peureux. Et je l'avais pas vu à l'époque, mais je me dis, mais l'idée elle est tellement bien, je vais l'inclure dans mon film. C'est comme quand j'ai lancé l'idée d'Irréversible, raconté à l'envers. On m'avait parlé d'un film qui s'appelle Betrayal,
d'après Harold Pinter où c'était raconté à l'envers et je l'avais pas vu. Mais juste des fois, on entend des idées ou un concept d'un film et je dis tiens j'adore le concept et on peut le pomper et après on voit le document original et on se dit tiens en effet, j'ai bien fait de pomper. Il y a un truc qui est assez fort dans ces premiers films, c'est que d'un côté tu as toute cette inspiration, j'allais dire d'un cinéma de genre, voire de série B comme William Castle, avec un côté plus auteur, réflexion sur la vie, et il y a une espèce de télescopage entre les deux. Auteur, c'est ce que les autres disent. Toi, tu fais des films, tu aimes Dario Argento, tu aimes Carpenter, tu aimes Franju, tu te poses pas la question. Les gens Eustache, mais tu te poses pas la question s'ils sont auteurs ou pas. Ils font des bons films. Fassbinder, il faisait des bons films. Et que ma mère m'emmenait voir quand j'avais 10, 11 ans. Et du coup, tu dis, je veux faire des films comme ces films bien que tu as vu d'autres. Mais je sais pas, par exemple, si Sam Peckinpah est un auteur ou pas. Il faisait des films américains commerciaux qui étaient super forts et que j'adorais. Et c'est vrai, souvent le mot cinéma auteur, t'as l'impression qu'il existe pour sauver des causes perdues, quoi. Et la relation. Il y a une grande majorité de ceux qu'on considère des cinéastes de cinéma d'auteur que. Oui, ok. Mais pas de nom. La relation avec les acteurs. Parce que comment tu choisis Philippe Naon pour faire le boucher? Comment tu le diriges? J'ai tendance à pas diriger les comédiens. J'ai tendance à même Philippe Naon, par exemple, quand on avait fait sur le contrôle, je lui avais fait lire le truc, mais je voulais pas qu'il garde le texte parce que sinon tu vas apprendre le texte. Et moi, le texte c'était juste un truc informatif pour avoir un peu d'argent du CNC et de Canal+. Mais le film, on va le faire maintenant. Et par la suite, je sais que la plupart du temps, je fais lire le scénario aux comédiens, mais après je retire quand il y a des dialogues écrits parce que j'ai pas envie que les gens ils apprennent ça. J'ai envie que ça se passe sur le plateau. Passe de la Ruata et dit non, moi je veux le scénario. L'actrice de Enter the Void. Et elle, chacun sa méthode, mais elle voulait apprendre le texte. Je dis mais non, mais s'il te plaît, ne le relis pas. On vient demain sur le plateau et on va faire sur place. Je dis non, mais je veux le relire. Et finalement, il avait un scénario, mais Philippe, il avait joué le jeu. Il m'a dit ok, je te fais confiance. Si c'est que tu veux qu'on travaille comme ça, on travaillera comme ça. Et du coup, c'est pas que ils sont en impro libre les acteurs. C'est juste qu'on cherche les meilleurs mots, les meilleures réflexions, les meilleures interactions sur place avec les autres comédiens et en fonction du décor. Parce que si tu fais pas, tu dis pas les mêmes choses dans le même temps, si le décor il est très petit, s'il est très grand, si tu es à 50 cm de ton interlocuteur ou si tu es à 2 mètres. Donc... Parce que Seul contre tous, il faut vraiment voir que c'est comme un film de contrebande. C'est-à-dire que quand tu commences le film, tu n'as pas du tout l'argent pour le faire. Tu retournes même quelques plans pour dire, bon ben voilà, je lance la machine. Il y a un moment, c'est Agnès B qui va venir à la rescousse du film alors que tu es en panne. Mais sinon, c'est un peu comme Orson Welles et ses derniers films en Europe. C'est-à-dire que tu tournes quand tu as de l'argent. Après, tes acteurs, tes techniciens, ils gagnent leur vie sur d'autres tournages. Donc, il faut que tu attendes qu'il soit libre. Et c'est comme ça que le film se fait. Qu'à un cas, tout d'un coup, tu n'as plus un décor. Donc, tu dois improviser une scène, je sais pas, dans l'appartement de l'assistant. Et même dans Seul contre tous, il y a plein de séquences avec des bouchers. Le personnage, c'est un boucher chevalant au chômage. Et du coup, il a plus un sou. Il va demander à des anciens amis de lui prêter de l'argent ou de lui trouver un travail. Et du coup, ce qu'on faisait souvent, on allait à la Villette et on voyait un grossiste de viande. Ding, ding, ding. Oui, bonjour. On est en train de tourner un film dans le quartier. C'est l'histoire d'un boucher qui perd son travail, qui va avoir des amis. Vous aurez 1 heure de libre, vous voulez pas être dans un film? Mais les mecs nous regardaient. Oui, vous avez déjà refusé du travail à des amis à vous? Oui, mais vous pouvez pas lui refuser du travail? Oui, j'ai déjà fait. Ok, je vais le faire. Et du coup, on se retrouvait parmi les carcasses qui étaient en train de dépecer. Et du coup, il y a 2 bouchers qui l'expliquent qu'il faut qu'il aille à l'abattoir. Et 1 heure après, on était parti et on avait des performances magnifiques de vrais bouchers qui refusaient du travail au boucher. Ou pareil, je me retrouvais chez un gardien de l'immeuble qui avait prêté l'argent à un voisin, qui m'expliquait c'est horrible, on cherchait un décor d'une chambre. Et
Et quand je l'ai vu, je dis mais vous serez bien dans mon film. Ah oui, vous faites du cinéma. Oui, c'est pour ça qu'on cherchait la chambre. Et finalement la chambre on l'a pas utilisée. Mais je lui dis est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire que vous voulez me raconter, mais à l'acteur de mon film demain. Oui, vous pouvez venir. Et puis on essaie la lumière. Et je trouve que c'est un vrai plaisir de travailler avec des vrais gens que vous trouvez à la dernière seconde. Ça rajoute un côté documentaire dans un truc qui est aussi artificiel qu'un film de fiction. C'est tout un rituel tellement artificiel, un film de fiction, que ça en devient ennuyeux, quoi, pour le réalisateur et pour les comédiens. Et du coup, quand il y a du vent frais qui arrive, surtout de type documentaire, c'est bien parce que du coup, le film redevient un peu plus proche de la réalité. Les néoréalistes, ils ont fait ça dans les années 50, de Sica et tous les autres. Et même, je voyais, il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert la trilogie d'Apu de Satya Chitre, et ils mélangeaient quelques comédiens professionnels avec beaucoup de non-professionnels. Ils sont tous aussi bons, mais il y a un sentiment de naturalité qui se dégage de l'ensemble, qui marche beaucoup plus que si c'était que des textes écrits, appris par des gens et débités. Surtout, même moi, on m'a proposé des fois d'apparaître dans des films, et je dis ok, je le fais à condition que tu me donnes pas de texte. Je dis, non, mais pas de texte, on verra sur place, parce que sinon, même moi, je bloquerai, quoi. Alors, cette capacité d'adaptation, elle va beaucoup te servir pour Irréversible, parce que au départ, tu as donc l'accord de Vincent Cassel et de Monica Bellucci, qui sont à l'époque un couple dans la vie, et l'idée c'est de faire avec eux une sorte de film érotique, et tu vas avoir l'argent de Canal, et finalement eux ne sont plus d'accord pour faire un film érotique, mais vous avez l'argent et eux, et donc tu vas improviser un autre film. Et le film, à la base, que je leur ai proposé, c'était celui qui à l'époque s'appelait Danger, mais qui n'était autre que Love. C'était le même scénario. J'ai presque pas changé une virgule entre cette époque-là et le moment où j'ai fait le film Love. Et c'était que j'avais, à l'époque de Seul contre tous, j'avais deux scénarios dans les tiroirs. L'un, c'était Enter the Void, qui s'appelait Soudain le vide, et l'autre, c'était un film à petit budget, sentimental, mélodramatique, mais explicite. À l'époque, effectivement, il y avait plus d'audace dans la représentation sexuelle au cinéma, et je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais bien faire un film avec beaucoup de séquences érotiques, qui soit un film ultra sentimental. Vincent et Monica étaient d'accord sur le principe, mais après, quand ils ont lu le texte de 3 pages, ils ont réalisé que c'était plus explicite qu'est-ce qu'ils pensaient. Et surtout, je crois qu'à l'époque, Monica, il y avait un voisin de chez eux qui la poursuivait partout. Tu vois, les acteurs de cinéma ou les acteurs, on a tous des fous, des stalkers qui nous harcèlent. Et il y avait un voisin qui les surveillait en permanence. Il disait déjà, je ne sais pas comment je vais faire. Il pensait déjà à l'égorger. Il ne savait pas comment il allait se débarrasser de ce voisin ennuyeux. Mais il dit, mais imagine si en plus on faisait un film érotique où on voit Monica à poil avec ça va devenir encore plus un enfer. Et il avait raison. C'est très difficile de se débarrasser de ces stalkers qu'on appelle des érotomanes. Et du coup, il a dit non, mais t'as pas une autre idée? J'ai dit oui, j'ai une autre idée d'un autre film. On va faire. Et au départ, on avait parlé peut-être de faire justement ce film que je n'avais pas vu, dont j'avais entendu. Je dis Betrayal, trahison conjugale. Et parce qu'on m'avait raconté l'histoire, et c'était l'histoire d'un trio à l'envers. Et j'ai parlé de ça. Mais finalement, c'était impossible même de... Et à ce moment-là, je me suis procuré le film, pas la pièce, j'ai pas lu la pièce, mais je me suis procuré le film et je dis oui, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Mais finalement, j'ai dit non, sinon j'ai une idée encore mieux. Moi qui avais vu les films de Un justicier dans la ville quand j'étais gamin et qui aimait bien le genre film viol et vengeance, Rape and Revenge, oui. un peu comme Les Chiens de paille et tout ça. Je me suis dit, on va faire un film de viol et vengeance raconté à l'envers, comme ça on récupère la structure de Betrayal, mais on l'applique sur un film plus chargé, un peu violent comme Seul contre tous et Carne, dont j'étais très fier. Et du coup, ils ont dit oui, ok, on le fait. Mais il n'y a pas de séquence de cul. Non, il n'y a pas de séquence de cul. C'est juste un film de viol et vengeance. Et du coup, ils ont dit ok, oui, on le fait. Et du coup, les producteurs qui étaient d'accord pour faire le film sentimental, érotique avec Vincent Monica, ils ont dit ok, mais c'est une blague? Non, c'est pas une blague. Et en plus, comme il y a un troisième personnage, ce sera Dupontel, avec qui j'étais très pote, et je me suis dit en plus Dupontel, c'est comme avoir un frère sur le plateau. Et du coup, on a lancé le film de manière très innocente, avec le studio Canal qui dit oui, je ne sais pas ce que ça va donner, mais le film coûte pas cher du tout, ils veulent le tourner en 6 semaines. Et surtout, on a Vincent Cassel
et Monica Bellucci qui sortait du Parc des Loups, et elle avait été dans Astérix et Cléopâtre, etc. Du coup, ça ne peut que rapporter de l'argent. On y va. Et le titre, on trouvera le titre. Donc, à un moment, je pensais l'appeler Le temps détruit tout, ou la phrase latine qu'on appelle Le temps détruit tout, c'est Tempus edax rerum, mais j'ai dit, comme titre, c'est un peu difficile. Il y a une semaine du tournage, j'ai trouvé Irréversible, et du coup, ça marchait bien. Et le film était conçu pour être filmé à l'endroit, mais monter ces 12 séquences en plan séquence, monter à l'envers. Et voilà, le film s'est fait dans la joie. Et ben donc Même si le film n'est pas joyeux, il s'est fait dans la joie, on rigolait tous les jours, à chaque séquence. C'est pas très crédible, mais c'était le cas. On va regarder un petit extrait de Irréversible, et puis après on en reparle. Alors, c'est toi qui as la caméra, là, pour faire tous ces effets voilà, qui sont... Non, on avait une technocrène, super technocrène, et il y a un mouvement de grue qui s'élève et qui descend, et après, il y avait des manivelles circulaires. Et du coup, moi, je faisais des manivelles circulaires, il y avait quelqu'un qui disait, tu montes ou tu descends, mais les mecs, les ouvriers ou les techniciens de ces grues, ils étaient terrorisés à l'idée que le réalisateur il prenne les manivelles. Et je dis, non, vous inquiétez pas, j'ai fait l'école de lumière, je suis un homme de la caméra. Et à un moment, je dis, mais on a le droit de faire combien de tours? Oui, tu peux en faire. Et du coup, je ai tourné les manivelles là tout à l'heure, mais ils me regardaient comme s'ils voyaient un martien débarquer dans la soucoupe de rencontre du troisième type. Mais le résultat est bien. Jamais personne n'avait fait tourner autant les manivelles. Alors moi
J'ai choisi cet extrait parce que je trouve que c'est... C'était pas prévu. Au départ, la caméra devait se lever. Et puis à un moment, quand je dis, c'est encore plus joli si je fais l'effet de spirale. Voilà. Parce que ce que je trouve beau dans cet extrait, parce que dans Irréversible tel qu'on l'a connu en 2002, donc avec cette histoire racontée à l'envers, c'est la toute fin du film, et c'est donc le début de l'histoire. C'est le moment où elle découvre qu'elle est enceinte. D'ailleurs, à la lumière de ce que tu nous as raconté au début avec le fœtus de 2001, c'est l'affiche de 2001 avec le fœtus, avec le fœtus astral, Ultimate Trip, qui pourrait valoir pour... presque tout ton cinéma, on pourrait Gaspard Noé, Ultimate Trip, et il y a ce mouvement de caméra donc qui associe sa grossesse. Elle vient de faire un test de grossesse positif, et donc le fœtus astral. Et puis après, l'instant d'avant, elle est dans le parc, il y a ses enfants qui jouent, et ce qui est d'autant plus poignant, c'est qu'on sait qu'elle est morte à ce moment-là du film. Donc c'est vraiment. Et elle est en train de lire un livre d'un écrivain, un théoricien anglais des années 20-30, il s'appelle J.W. Dunn, qui avait écrit un bouquin, An Experiment with Time, où il notait ses rêves tous les matins, et il essayait de voir des coïncidences avec les choses qui allaient lui arriver dans la journée ou qu'il allait prendre dans la journée. Et du coup, il avait fait toute une théorie comme quoi le temps n'est pas aussi linéaire ou aussi simple qu'on le voudrait, que pendant le sommeil, etc., on a une vision plus large de son propre temps existentiel, et qu'on peut avoir une précognition de choses qui vont se passer dans la journée. Et du coup, il a écrit plusieurs livres sur le sujet, mais c'est quelqu'un qui dit oui, il y a une partie prémonitoire dans les rêves. Et dans le film, le personnage de Monica, quand elle se réveille, elle dit tiens, j'ai rêvé d'un tunnel qui se cassait en deux, etc. Donc elle a même un rêve prémonitoire qu'elle n'arrive pas à décoder, et après, quelques heures plus tard, il lui arrive malheur, elle tombe sur un mec dans un tunnel qui la massacre, qui la viole et qui la massacre. Mais du coup, effectivement... Et Vincent a mal au bras. Vincent a mal au bras alors qu'il va se faire péter le bras. Et du coup, ouais, je sais pas, je suis pas très spirituel, je suis surtout pas religieux, mais des fois il y a des choses dans la vie de télépathie, ou des fois des choses de précognition immédiate. Mais pour moi, il y a presque un côté proustien dans le film, c'est-à-dire que le temps perdu ne sera jamais retrouvé. Ouais, mais c'est un peu comme si tout était déjà écrit, et le fait de raconter l'histoire à l'envers, c'est une tragédie, c'est pas un drame, parce que tout est déjà écrit, et quelle que soit l'évolution de chaque séquence qu'on va voir dans le film, on sait, parce qu'on a déjà vu ce qui va arriver après. Donc voilà, c'est une tragédie racontée de manière antichronologique. Le film que je remontais après de manière chronologique est plus un drame. Tu dis qu'est-ce qui va se passer, et c'est l'histoire d'un effondrement, mais il y a une différence avant un drame où les choses peuvent changer, et une tragédie où l'avenir est déjà écrit. Donc ce qui est très intéressant, c'est vraiment une exception dans l'histoire du cinéma, c'est qu'aujourd'hui, il existe les deux versions du film. C'est-à-dire la version originale et la version que tu as appelée intégrale, où c'est dans l'ordre, et je crois que au festival, vous allez passer les deux versions. Si tu devais donner... J'hésitais, au moment où j'ai sorti la nouvelle version, j'hésitais entre l'appeler version droite et non, parce que c'est la version droite ou un version intégrale, mais peut-être j'aurais mieux fait de l'appeler version droite. C'est juste que, comme en France on a des notions de droite et de gauche, je me suis dit, peut-être que les gens vont penser que ça veut dire version réac. C'était pas la version. Du coup, je veux pas qu'on pense que c'est la version réac. Non, c'est la version chronologique. Et en anglais, par contre, cette version, je l'appelais straight cut, ce qui me faisait rigoler, parce que straight, ça veut dire droit, mais ça veut dire hétéro, donc version hétéro, irréversible. Mais déjà, je dis, pourquoi tu l'appelles straight cut? Parce que c'est la version droite. Alors, ce qui est vraiment l'idée, c'est d'avoir repris le film, d'avoir refait les transitions, mais d'avoir gardé ce qui était. Mais par exemple, le début de l'extrait que j'ai passé, là, la scène avec Monica, tu l'as enlevé avec le... Non, parce que quand j'ai mis le film de manière chronologique, il y avait des temps morts qui ne marchaient pas. Tu vois, il y a une musicalité interne d'un film, et que du coup, cette séquence-là, c'est juste que ça cassait un peu l'enchaînement des séquences. Et il y a aussi, genre 3 minutes que j'ai coupé
au début, quand ils rentrent dans le club, chercher le Ténia, qui est l'agresseur de Monica, il y a toute une partie qui était un peu planante, qui était au début de l'ancienne version d'Irréversible, mais dans la progression chronologique, ça faisait un temps mort, et du coup, je fais sauter donc la version droite, la version droite, et les 4-5 minutes plus courtes. Oui, j'ai rien rajouté, j'ai juste enlevé un petit peu dans les raccords. J'ai pas enlevé un seul dialogue, c'est que des passages où il n'y a pas de dialogue, donc la liste des dialogues. C'est passionnant parce que c'est des passages qui sont vraiment où on ressent les choses et puisqu'on inverse la narration, puisqu'on revient à l'endroit, on ne peut plus ressentir les choses. C'est quand même très très passionnant sur ce qu'est le cinéma, ce qu'est un film, et ces moments de respiration. Un film, c'est raconter une histoire, mais au-delà, ce qui nous marque dans les films, c'est pas juste l'histoire qu'on vous raconte, c'est comment on vous la raconte, et qu'il y a des moments qui ne trouvent plus la place. Je trouve ça très facile. Il y a un truc, en tout cas, cette version de droite que j'ai fait en 2020. En plus, ça m'a amusé que la version originale, c'était en 2002. Et le 2020, c'est comme si juste on avait inversé de chiffres à la fin. Mais elle était venue du fait qu'il y avait une remasterisation avec une sortie en Blu-ray d'Irréversible dans sa version originale, et que du coup, j'avais accès au matériel en haute définition, et que j'avais une salle de montage dans laquelle j'étais en train de monter Lux Eterna. Du coup, je dis, tiens, je vais essayer de faire cette version que je n'ai jamais tentée à l'endroit. Et je l'ai faite et ça marchait tellement bien. Du coup, je dis, OK, on ne va pas la mettre comme bonus dans le Blu-ray, on va la sortir en salle. On l'a même projeté au Festival de Venise. Et le film, il est sorti. La presse bizarrement était très bonne, mais le film, c'était à la fin du confinement, il n'avait pas marché en salle. Mais et maintenant, il existe dans les deux versions. Il a très bien marché dans des pays comme le Japon et en Russie. Mais dans cette version, ce qui est intéressant, c'est que sans changer le contenu des séquences, sans rajouter un seul dialogue ou une seule action importante, la perception des personnages est très très différente. Et dans la nouvelle version, l'héroïne est vraiment Monica Bellucci. On s'identifie à elle au début du film. Elle disparaît au milieu du film. Et le film continue sans elle, mais avec Vincent Cassel et Albert Dupontel qui passent presque des personnages secondaires. Mais aussi le personnage de Vincent Cassel qui paraissait le vecteur principal de l'ancienne version d'Irréversible et le personnage auquel on s'identifiait. Son personnage dans ce film devient très antipathique. Et du coup, on s'attache à Monica, accessoirement après à Albert Dupontel, mais on prend en grippe pendant tout le film Vincent de par le comportement de son personnage. Et c'est très bizarre comment juste la structure peut changer l'empathie, mais radicalement, qu'on peut avoir pour les personnages. Le conseil pour nos amis qui n'auraient pas encore vu le film, puisque les deux passent, c'est plutôt de commencer par la version originale. Et puis de voir l'autre. Qui est la version puzzle. Et après, c'est comme si vous avez la solution au puzzle. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je voudrais qu'on regarde un extrait de Love, qui est finalement ce film que tu aurais pu tourner à la place d'Irréversible, qui était ce scénario que tu aurais dû faire avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Ce qui était très drôle, c'est Love. J'avais invité à des projets Vincent et Monica séparément. Ils n'étaient plus ensemble au moment où on l'a sorti. Et finalement, il ne pouvait pas venir, il n'avait pas vu. Et un jour, Vincent Marval m'invite à projeter le film pendant l'été dans une salle de cinéma qui était à côté de chez lui, dans le sud, à côté de Bayonne. Et Vincent et Monica, alors qu'ils n'étaient plus en couple, ils étaient dans la même maison parce qu'ils avaient des enfants, ce jour-là, à côté de Bayonne. Et du coup, je me suis retrouvé dans une salle à voir Love avec Vincent et Monica, tous les deux. Et la salle était à moitié vide, c'était l'après-midi, etc. C'était trop drôle de voir ce film. Ils en ont dit quoi ? Je crois qu'ils étaient contents de ne pas l'avoir fait. Alors, on regarde un extrait de Love. What happened? It broke. How did you come? Murphy.
I need to tell you something. I think I'm pregnant. I took a pregnancy test today, and it was positive. You wanna see it? Two stripes means positive. Can we do another one? Yeah, sure. Oh. Who was that on the phone? How can I lie to her? It's the mother of an old friend. Il y a un truc, les extraits de Love que vous avez vus sont en 2D, mais le film il avait été tourné avec des grosses caméras 3D très très lourdes. Mais le résultat en 3D était très joli. C'était plus intime que l'image bidimensionnelle. Il y a même une copie, je crois, vidéo en 3D possible pour ceux qui ont des lunettes, appareils, des lunettes et des appareils, des lecteurs Blu-ray 3D. Et donc, voilà. Donc, là, on voit le travail qu'il y a sur le montage, mais qui, à mon avis, était aussi un travail sur l'écriture. Cette série d'ellipses, comment tu racontes cette histoire ? Ça ressemble un peu aux ellipses en plan fixe de Carnes et de Seul contre tous. Sauf que une des raisons pour laquelle je suis revenu à un langage très simple et avec des plans très fixes sur ce film, c'est parce que les caméras 3D étaient très lourdes. On a sauté, parce qu'il y a peu de temps pour parler de tous les films sur 90 minutes, donc on a sauté Enter the Void, qui était un film avec la caméra qui vole dans tous les sens et où la caméra elle est jamais stable. Et quand j'ai commencé ce film, je me suis dit comment est-ce que je vais le filmer ? À cause de la lourdeur de la caméra 3D, on ne fera que des plans fixes. Et aussi l'avantage des plans fixes en 3D, c'est qu'on rentre dans l'espace. Et du coup, ça fait comme un énorme théâtre de marionnettes. Et aussi, pour ce film-là, j'ai voulu délibérément faire des plans longs, que les gens s'installent comme s'ils étaient face à une scénette. Et voilà, après j'ai pas inventé l'ellipse. Non. Non, mais tous les films sont l'art de l'ellipse. Oui, mais là, tu as une grossesse, en 3 minutes. C'est ça qui est très intéressant avec le mécanisme de la pensée. Il se voit au lit avec sa précédente compagne, auquel il pense parce que c'est en fait là, c'est une liaison adultère et comme il sait que cette femme est contre l'avortement, voilà, c'est en 1 minute. Enfin, en 9 secondes, comme on dit dans Carnes, tu vois, sa jouissance, la capote a pété. Après, en revoyant le passage tout à l'heure, quand il dit pour un orgasme de 9 secondes, ton enfant doit morfler pendant 60 ans, il y a peu d'orgasmes masculins qui durent 9 secondes. J'ai dit, putain, le mec, il a la chance quand même.
En général, ça dure 2 secondes, 3 secondes. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis 9 secondes. Je dis pourquoi que j'ai... Non, mais t'étais jeune et dynamique. Donc, il y avait cette idée. Voilà, et lui, pareil, pour 2, 3, ou peut-être avec un peu de choses. Mais ça n'avait pas l'air d'être neuf, hein, pour Non, non plus. non. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours la même histoire depuis Carnes. On peut tout perdre en quelques secondes. C'est-à-dire que c'est le geste du boucher qui poignarde. Vous se retrouvez avec un marmot en 9 secondes. Voilà. Et en fait, tous tes films racontent ça. Racontent tout d'un coup comment, en quelques secondes, une vie va être souvent perdue, chamboulée. Et que ce soit l'agression de Monica dans le tunnel d'Irréversible, que ce soit la mort des parents dans Enter the Void, qui va être vraiment un choc, et à partir de là, le garçon va dire à sa sœur qu'il va toujours s'occuper d'elle, et donc quand il meurt, son esprit doit rester là pour s'occuper de sa sœur, et puis là, il y a cet enfant qui va être fait, qui va provoquer la rupture avec sa compagne, et du coup, cette vie qu'il n'a pas choisie, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui revient obsessionnellement dans ton cinéma. Ouais, l'accident. Hein. L'accident, mais c'est quoi? C'est la peur de l'accident, vivre avec la perte. Je crois que toute vie est pleine d'accidents. Tu ne sais jamais si c'était prévisible, tu les aurais prévus. Mais on a tous des accidents dans la vie qu'on n'avait pas prévus. Tu peux t'électrocuter, tu peux. Moi, il y a 5 ans, j'ai une hémorragie cérébrale qui a failli me coûter la vie. Je ne m'y attendais pas du tout. Hein. J'avais fait la fête, j'avais bien fait la fête. Le lendemain, en plein après-midi, j'ai l'impression d'avoir pris du poppers. Je dis c'est quoi? J'entends un truc. Je cours chercher une ambulance, on m'emmène à l'hôpital. Et ils m'ont dit ouais, il y avait 50% de chances que vous creviez. Je ne suis pas mort, je ne suis même pas attaqué mentalement, en tout cas, je pense pas. Du coup, je fais partie des 6% du 15% de miraculés. Mais j'imagine que pour moi, ça aurait été un accident. Si j'étais mort, je ne serais pas là pour en parler. Mais pour mes proches, pour mon père, pour ma copine, ça aurait été un enfer. Et c'est un accident lié au fait que j'avais trop fait la fête, quoi. Alors, on va, à propos de fête, on va faire l'impasse sur Climax, malheureusement. On a vu des extraits d'Enter the Void, de Climax et tout ça, mais le problème, c'est qu'on est tenu par le temps, et puis je voudrais quand même vous laisser un peu de temps pour pouvoir discuter, vous, si vous avez des questions à poser à Gaspard. Et on va passer directement, parce qu'on saute aussi Lux Aeterna, que vous avez vu, avec les sorcières, le tournage du film Les Sorcières, ce fameux générique de fin, dont on a vu un extrait dans le film de montage, et qui est ton générique préféré. Pour passer à Vortex... je voulais vous montrer un extrait de Vortex et puis on parle un petit peu de Vortex, qui est ton dernier long métrage en date. On y va, Vortex. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait.
j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Nous aborderons les étapes de processus du deuil, l'importance des rituels, la notion de résilience, les expériences d'éveil après deuil et les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Avec nos invités, le docteur Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, essayiste, éthologue, le docteur Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute, et le journaliste Stéphane Alix, auteur. Alors, il y a un truc qui me frappe quand j'ai préparé cette masterclass, que je me suis dit, tiens, on va mettre cet extrait. Et je me suis dit, c'est dingue, ils sont au lit, ils sont cadrés comme dans Love. Et je te disais ça hier dans le train, et tu m'as dit un truc auquel je n'avais pas du tout pensé. C'est un peu les mêmes personnages, mais des années plus tard. Dans le film Love, le garçon, il fait du cinéma, il fait des études de cinéma. Mais le même personnage, 50 ans plus tard, ça pourrait être Dario Argento et sa compagne, que ce soit la blonde ou la brune de Love, pour être Françoise Lebrun. En plus, dans le film, c'est un couple moderne, intelligent, libertaire, avec une vie très intense, très intellectuelle, qui se retrouve face à la déchéance de la vieillesse, lui avec des problèmes cardiaques, elle avec des premiers symptômes de démence sénile, et c'était la goutte qui les sépare. C'est un peu une représentation graphique, mais très claire de la déconnexion d'une réalité à l'autre. C'est pour ça que ce début de film est vraiment poignant et va lancer du coup ce split screen qui va durer pendant tout le film. C'est-à-dire qu'on a vu dans le film Hommage tout à l'heure une scène du début où ils prennent l'apéritif sur leur courette intérieure, et à partir de cette séquence-là, chacun est dans son tunnel, quoi. On peut dire ton cinéma, c'est la vie dans un tunnel, et chacun là est dans son tunnel. J'ai eu ces expériences de vie. Ma mère, elle avait eu la même maladie que le personnage dans le film, il avait l'Alzheimer, mais il y a plein d'autres formes de sénilité qui ressemblent à ça. Et ce qui est très bizarre, c'est quand vous parlez avec quelqu'un de très proche qui est atteint de démence, c'est que vous ne savez pas qu'est-ce que la personne voit. Ma mère, des fois, elle me parlait, elle pensait que j'étais mon père, mais des fois aussi, elle regardait la télé, elle disait c'est qui elle, et je dis qui elle, la télé, et du coup, si la télé était éteinte, comme si c'était une personne. Et du coup, moi qui fait pas mal de recherches psychédéliques, à l'époque où je faisais Enter the Void, je sais toutes les plantes que je trouvais sur mon chemin, tous les produits chimiques que j'essayais, soi-disant pour la recherche, mais bon. Mais du coup, les états altérés de la conscience, j'en ai bien connu. Mais quand je regardais ma mère qui me regardait ou qui regardait moi, je savais pas du tout qu'est-ce qu'elle voyait. Et c'est vraiment des états hallucinatoires. Et les gens, ils sont sous le même toit, ils sont dans le même espace que vous, mais ils voient pas les mêmes choses que vous.
De même que si vous êtes overdosé de LSD, vous voyez pas ce que voit Philippe Rouillet, quoi. La perception est quelque chose de très fragile, de très changeant, et il suffit qu'il y ait quelques molécules de plus ou de moins dans le cerveau, et la réalité, elle change. J'aime bien ça dans le film Vidéodrome. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité qu'on perçoit. Or, la perception, elle est très, très modifiable. Mais ce qui est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui court dans tout ton cinéma, qui est justement d'essayer de filmer ça, de filmer l'indicible, la perception. Enter the Void, c'est un des rares films dans l'histoire du cinéma qui pousse très loin la représentation de ce qu'est un trip hallucinatoire, d'essayer de donner une forme à ça. Après, tu filmes la jouissance. C'est un peu l'idée de c'est quoi filmer la jouissance, c'est quoi filmer l'indicible. Et là, tu filmes ça, tu filmes l'Alzheimer, tu filmes la sénilité. La déconnexion, effectivement. Mais après, des fois, il y a des concepts formels qui sont très lisibles. L'avantage, j'avais déjà fait un moyen métrage avec quelques séquences en split screen. Split screen, c'est quand l'écran est séparé. C'était Lux Eterna, justement. Lux Eterna, et après, j'avais fait un petit court-métrage qui s'appelle Summer of 21, qui est sur YouTube. Mais du coup, je m'étais déjà entraîné à filmer avec des trucs et les monter sur 2 écrans. Et je me suis dit, oui, si on veut montrer l'histoire de 2 personnes qui n'arrivent plus à communiquer, mais qui sont sous le même espace, le principe, il marche très bien. Je n'ai pas inventé le principe. J'avais vu, même quand j'étais à l'école du cinéma, un film qui utilisait mal ce principe, un film de Paul Morisset qui s'appelait New York, 42e rue. Et à l'époque, je me disais, tiens, un jour, quelqu'un devrait faire... J'avais 18 ans. Je me disais, quelqu'un devrait faire un jour un film de A à Z en split screen. Et du coup, quand, à cause du confinement, on m'a proposé, les producteurs m'ont dit, est-ce que tu n'as pas une idée d'un film que tu peux faire avec 2-3 personnages dans un lieu clos? Comme ça, il n'y a pas besoin d'autorisation qu'on n'aura pas pour filmer dans la rue. J'ai dit oui, j'ai vu ce que c'est que la sénilité de près, parce que ma mère elle a vu ça, et puis après elle était décédée. Mais c'est pas un film autobiographique, mais en connaissance du thème, je me dis, tiens, je peux faire un vrai drame psychologique qui se rapprochera plus de Umberto D, de Vittorio De Sica, ou de Amour de Haneke, il y avait un autre film qui m'avait beaucoup touché qui s'appelait Loin d'elle, avec une jeune femme qui avait l'Alzheimer. Et je me suis dit, c'est un sujet qu'on voit peu à l'écran, mais qui est omniprésent dans la vie. Tout le monde dans sa famille a un grand-oncle, une tante, une grand-mère, un père ou une mère qui est en train de perdre la tête. Et c'est un sujet tabou parce que personne ne sait comment le gérer. Moi, je me suis retrouvé dedans. Je ne savais pas comment le gérer, mon père encore moins. Mais finalement, on l'a géré. Et puis après la mort et la solution finale, quoi. Ma mère elle est partie. Mais du coup, je me suis dit, tiens, il faudrait que faire un film sur les peurs qui sont omniprésentes, qui sont universelles. Et je crois que de tous les films que j'ai faits, c'est le plus terre à terre et le plus universel, mais aussi celui que mon père dit le plus terrifiant. Il me dit, ouais, il est tout public. Peut-être parce que c'est le plus terre à terre. Ouais, parce que ça parle aussi du passage du temps. Ça parle pas d'un accident de voiture, ça parle pas d'un accident d'une rencontre avec un agresseur psychopathe dans la rue. Ça parle d'un truc qui arrive dans toutes les familles, où je crois qu'une personne sur 4 qui est atteinte de démence sénile avant de mourir. Donc on sait que tu as le pourcentage de risque. Après, ce genre de situations sont souvent beaucoup plus douloureuses pour les gens autour que pour ceux qui les vivent eux-mêmes. Mais voilà, j'ai toujours voulu faire un jour un film qui soit un petit peu sérieux. Je suis presque arrivé, mais le problème, c'est que Dario Argento, il est tellement charismatique que dès qu'il ouvre la bouche, tu as envie de rigoler, quoi. Et Dario, que j'avais rencontré à Toronto, quand j'avais projeté Carne, le mec qui avait projeté Carne, projetait un film, je crois que c'était Trauma, et j'avais dîné au festival de... C'était la secte, on était ensemble, c'était la secte qui produisait. Oui, et du coup, il était là, et j'avais dîné avec le grand maître qui avait fait Suspiria, Les Fruits de son empreinte, et j'étais content, il avait adoré Carne, et des fois, des compliments venant de réalisateurs qu'on admire, ça m'a tellement motivé. Il m'avait dit, même si tu veux, je t'aide à faire la version longue de Carne. Et depuis, on était restés amis. Et dès que j'ai pensé à ce film, la première personne à qui j'ai pensé pour jouer le film, c'était pas un comédien. Je me suis dit, tiens, quel est le mec qui parle français le plus charismatique que je connaisse de 80 ans? C'est Dario Argento. Et du coup, avec l'aide de sa fille, j'ai été le convaincre de jouer dans le film. Mais j'ai commis une erreur grave
Mais T'as été à Rome? J'étais à Rome, il m'a dit viens, tu lui parles. Et du coup, je dis il n'y a pas de scénario, je vais le convaincre. Et je savais aussi qu'Umberto D c'était joué par un homme professionnel, mais il avait adoré Climax et il avait adoré Irréversible, mais j'arrive avec la cassette de Love, non, avec le DVD de Love. Et je lui dis tiens, il y a un film de moi que tu n'as pas vu. Love a dit ah bah, assieds-toi, on va le regarder ensemble. Et il était 9h30 du matin ou 10h du matin. Et du coup, on se retrouve sur un sofa, moi et Dario, à regarder Love. Et je n'avais même pas parlé du film qu'on allait faire ensemble. Tu vois, Love, il dure 2h30. Donc, tu vois, à 1h, le film s'arrête, il me regarde. On va déjeuner, et il ne comprenait pas pourquoi j'avais montré. C'était pas moi qui l'ai montré, j'avais juste je voulais filer le DVD. Et puis après, je pars du film, je dis oui, c'est une histoire d'un vieux couple, etc. Et il avait peur qu'il y ait des séquences de cul dans le film. Après, il appelle sa fille, mais Gaspard, pourquoi il fait du porno maintenant? Je comprends pas, il faisait des films bien, etc. Et du coup, in extremis, on a réussi à rattraper. C'est grâce à Umberto D qu'il adore et que moi j'adore qu'il a fini par accepter de faire le film. Alors, ce qui est fou aussi, c'est pour ça que j'avais découpé l'extrait comme ça, c'est que le film va intégrer le clip entier de la chanson de Françoise Hardy. C'est un truc très libre quand même comme film. C'était pas prévu. Le film, initialement, il commençait avec le réveil. Les deux qui se réveillent le matin. Donc tout de suite, en split screen, il n'y avait pas la goutte? Non, il n'y avait pas. C'était il se réveille. Et même le split screen, je savais que j'allais peut-être l'utiliser sur certaines séquences du film, mais pas sur tout le film. Je ne pensais pas. La goutte, c'était une idée qui est venue ultérieurement au montage. Mais le dernier jour de tournage, quand on a fini de filmer avec Dario et Françoise, Dario devait repartir. Et Françoise me dit un truc, et j'étais d'accord. Elle dit ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas une séquence. On voit le personnage de la mère avant qu'elle perde la tête. Et je dis oui, ce serait une bonne idée, mais mais si on rajoute une journée de tournage, peut-être qu'on pourrait tourner un truc où vous marchez dans la rue, mais à cause des problèmes d'autorisation de tournage en plein confinement, c'était compliqué. Et je dis qu'est-ce qu'il nous reste? On peut faire une séquence sur le balcon où vous buvez un verre sur le balcon. Et du coup, j'ai dit à Dario, est-ce que tu es OK je sais que tu vas aller préparer ton film à Rome, mais est-ce que tu peux rester un jour de plus pour qu'on fasse ce prologue? Et du coup, on a tourné le prologue au film en dernière journée de tournage. Et ils sont là et ils boivent un verre. Et c'est là, comme il avait déjà lui-même sorti cette phrase d'Edgar Allan Poe, Un autre monde dans le film, la vie est un rêve dans un rêve. Et je dis, tiens, on va commencer le film avec toi. Elle qui te dit, ah, la vie est un rêve, et toi, tu vas dire, la vie est un rêve dans un rêve. Et du coup, ok, on avait convenu, c'était ça. Et à la salle de montage, une fois qu'on avait tourné ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme musique sentimentale venant de chez le voisin? Et du coup, je dis à mon monteur, est-ce que tu peux charger sur YouTube Mon ami La Rose? Et du coup, il dit, que je te charge YouTube, tac, tac. Il prend, mais quand tu prends la musique, tu prends aussi l'image. Et tout un coup, je dis, tiens, c'est quoi ça? Je ne connaissais pas cette version de la télé suisse où il était en gros plan, en train de chanter. Je dis, putain, qu'est-ce que c'est joli. Et du coup, on a essayé la musique sur le balcon pendant qu'il parle. Et je dis, oui, c'est joli, mais attends, et si au lieu de mettre la musique de Françoise Hardy, juste son image, pourquoi on ne garderait pas la séquence en silence ou avec une autre musique, et on ne mettrait pas cet extrait comme une ellipse entre la séquence du balcon et la séquence suivante? Et c'était une idée de montage. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça marche trop bien. On va essayer de négocier les droits. Et on a réussi à contacter la télé suisse qui nous a donné les droits. J'ai contacté Françoise Hardy qui, par connaissance en commun, par email, et elle a répondu immédiatement. Super sympathique. Elle a pas vu, je pense qu'elle a toujours pas vu le film, mais je me suis dit ça marche super bien. D'autant plus qu'elle a le même âge que Françoise Lebrun, qu'elle s'appelle Françoise. Et voilà, c'est la chanson dans ce qu'elle raconte et la beauté de Françoise Hardy rajoute beaucoup à la sentimentalité du film au début. Et comme ça, après, je me suis retrouvé que le film commençait avec la séquence suivante qui devait être en couleur, mais je me dis non, pour bien fondre, il faut qu'on commence au format carré comme l'extrait,
et qu'on passe du noir et blanc à la couleur et qu'il y ait la goutte. C'était une idée de montage qui coupe l'écran en deux à ce moment-là. Et voilà. Et après, le film commence. Merci pour cette explication qui est vraiment extraordinaire. Là, vous voyez, j'allais dire, le génie au travail, quoi. Comment cette séquence qu'on vient de voir est née comme ça sur le tournage, au montage. C'est assez extraordinaire, c'est assez lié au cinéma de Gaspard Noé. Et pour le générique de début, quand j'ai mis les dates de naissance des comédiens et la mienne, c'est juste pour marquer qu'on est tous mortels. Mais je sais que Françoise, quand tu l'as vu la première fois, elle n'a pas du tout apprécié. Pourquoi tu balances ma date? Je mets la mienne aussi, on est mortel, t'es mortel, je suis mortel. Et finalement, c'est Alexus qui a convaincu que c'était une très bonne idée. Ouais, peut-être c'était une bonne idée. Alors là, on a encore un tout petit peu de temps. C'est le moment, si vous voulez poser des questions à Gaspard, c'est le moment. Alors là, évidemment, une forêt de bras se lève. Il y a des micros, j'espère. Sinon, je ferai le porte-voix. Là, ici, monsieur. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Je peux poser qu'une question. Hein. Oui, bah oui. Très bien. Déjà très heureux de savoir que vous allez remasteriser Carne et Seul contre tous et qu'on aura le privilège de le voir ici. Donc merci pour ça. Moi j'ai une question sur la musique. Ça a une part très importante aussi dans vos films. Moi je voulais savoir un peu comment vous abordiez le choix des morceaux et comment vous collaboriez avec les artistes et les compositeurs en général. Le seul musicien avec qui j'ai collaboré vraiment de manière créative, c'est avec Bangalter. Surtout sur Irréversible. Mais sur Irréversible, quand on avait tourné le film, on avait tourné sans musique, sauf pour la séquence de la fête. Et je voulais, dans la séquence de la fête d'Irréversible, où tout le monde danse sur la techno, d'avoir des morceaux de techno. On m'avait présenté Thomas et Guiman, les deux membres de Daft Punk. Et initialement, j'avais dit, est-ce que tu penses que ce serait jouable d'avoir des morceaux de Daft Punk? Et ils m'ont dit, ça passe par la maison de disques, ils vont demander beaucoup d'argent. Mais Thomas avait sorti 2 disques avec de la musique à lui, qui était aussi bien, qui était aussi techno. Et du coup, il m'a dit, si tu veux utiliser mes morceaux à moi, ça je peux te les céder, il n'y a pas de problème. Et du coup, on avait récupéré 3 ou 4 morceaux pour la séquence de la fête. Je me souviens plus si dans la séquence de la fête, ils dansent sur d'autres morceaux. Mais du coup, les gens dansent en direct et ça se voit qu'ils ne sont pas désynchronisés, comme dans la plupart des films, quand les gens dansent, ils ne sont jamais synchro avec la musique. Donc là, les gens, ils dansent synchro parce qu'on avait envoyé la musique sur le tournage. Et après, une fois que j'étais en train de monter le film, j'étais devenu ami ou pote avec Thomas Bangalter, qui est venu me dire, si tu veux d'autres musiques pour le film, peut-être je peux en composer. Et du coup, je lui avais peut-être sorti une version vidéo basse def du film. Il est revenu 3 mois après avec plein de morceaux de musique et tu les essayes où tu veux. Et après, j'ai fait des commentaires, il avait corrigé quelques trucs. Et franchement, la musique qu'il a fait était exceptionnelle. Et le film s'est fait très vite. Il était projeté à Cannes en compète, il était très content. Après, c'est lui qui a gardé tous les droits éditoriaux de la musique. Donc, il a vendu la musique à droite à gauche. Il a peut-être même, je crois qu'il y a 1 ou 2 morceaux de sa bande-son qui s'étaient retrouvés dans d'autres films, Massacre à la tronçonneuse 3 ou 4, je sais pas, un truc ici. Mais c'était génial de collaborer avec lui, d'autant plus qu'il m'a dit, ouais, si tu veux en mettre 15 secondes ou 1 minute, ça c'était l'expérience la plus inespérée et plus satisfaisante de collaboration avec un musicien que j'ai eu. Après, dans la plupart des autres films, j'ai peur de commander des musiques dont je suis pas certain de l'effet émotionnel une fois associé à une image. Donc j'ai plutôt tendance à passer... je récupère des musiques que j'aime tout le temps, je les garde sur mon ordi, mais aussi j'ai un music supervisor des fois qui me recommande des trucs, et j'essaye sur les images du film, voir qu'est-ce qui marche pas. Des fois, tu as des trucs que tu avais prévus qui ne collent pas, alors que tu étais sûr que tu allais vouloir mettre ça, et ça marche pas. Et par hasard, tu tentes une musique totalement inattendue et ça marche. Par exemple, sur Irréversible, j'avais tenté la 9e de Beethoven à la fin du film. Et je me dis, putain, ça marche trop bien. J'avais oublié que j'avais déjà entendu dans Zardos, dans le film de John Borman. C'est la 7e. C'est la 7e. Et du coup, cette musique que je connaissais comme une mélodie de Beethoven, j'avais oublié que j'avais vu dans Zardos
Et quand j'ai revu le film Zardoz après avoir fait le film, je dis effectivement, je me souviens que j'avais adoré la musique de Zardoz à la fin du film, mais j'étais pas conscient. C'était des choses qu'on fait de manière inconsciente. C'était aussi un truc sur le temps. Borman met cette musique au moment où le couple devient squelette, etc. Et donc, moi, quand j'ai vu Irréversible, j'avais en tête Zardoz. Et je pensais que... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on pense, chacun voit les films avec la culture qu'il a. Et évidemment que tu as pensé à Zardoz. Enfin, tu n'y as pas pensé consciemment, mais on baigne... c'est tous les films que tu as vus. Et par exemple, dans Vortex, à la fin, il y a un moment, une cérémonie mortuaire où d'un coup, les gens font un discours, il y a un diaporama. Et je me suis dit, tiens, quelle est la musique sentimentale que j'adore dans d'autres films? Et c'est une manière comme de citer un film que j'aime beaucoup. Et aussi, émotionnellement, ça marche parce que le mari de Françoise Lebrun dans le film était critique de cinéma, donc elle aussi devait être cinéphile. J'ai dit, on va essayer de mettre la musique du mépris dans la séquence du diaporama où on voit toute la vie qui défile. Et ça marche très bien, et c'est larmoyant, ça marche très bien. Et après, tu sais que c'est utilisé dans des vraies cérémonies. Oui, il y a des gens qui ont l'idée de mettre ça. Et pire, je crois, après coup, je me suis dit, attends, mais c'est pas la musique du mépris qu'ils avaient mis, tu sais, tous les ans pour les Césars. Il y a les morts de l'année. Et je crois que je me dis, ah mais merde, je crois que l'idée m'est venue parce que à la cérémonie des Césars, quand on montre tous les gens qui ont crevé pendant l'année, ils avaient mis le mépris. Mais ça marchait en regardant une émission de télé pourrie à la télé. Ça pouvait encore mieux marcher dans mon film. Voilà. Et par contre, quand j'ai fait Love, je savais d'entrée de jeu que je voulais tapisser le film de musique pop connue. Il y en a pour lesquels j'ai eu les droits, d'autres j'ai pas eu. Le truc qu'on a payé le plus cher, c'est la minute de Pink Floyd qui dure 1 minute, mais ça nous a coûté cher, mais on avait du mal à trouver mieux. Et la première musique que j'ai tentée, qui est longue, qui est Maggot Brain de Funkadelic sur la séquence d'amour à trois entre le couple et la jeune voisine. Quand je l'ai posée, je me suis dit, putain, la séquence, elle décolle. Et j'ai essayé 60 autres morceaux classiques, pop, guitare, j'ai tout essayé. Il n'y avait pas un morceau qui arrivait à la cheville. Et du coup, j'ai dit, je ne sais pas combien de budget on a. Je savais, on avait 200 000 euros pour tous les choix musicaux. Donc, on s'était dit, voilà, il ne faut pas prendre des trucs de plus de 5 000, 10 000, par-ci, par-là. Mais je dis, c'est là. On paye d'abord ce morceau-là. Après, on verra qu'est-ce qui reste pour le reste de la bande musicale. Mais c'est impossible qu'on ne la colle pas à l'image. Et ouais, finalement, on avait payé un prix qui n'était pas exorbitant. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qui reste pour faire le reste de la bande-son du film? Mais en contactant les ayants droit, ou par exemple, j'ai eu 2 morceaux de Carpenter dans Love. Et il y en a un, c'est la musique d'Assaut, quand ils vont dans la boîte à partouze. Et elle marche trop bien. Et j'aurais peut-être trouvé autre chose. J'ai pas eu. Il y avait une séquence aussi dans Love où il y a un flic qui essaye de convaincre le héros d'aller dans une boîte à partouze avec sa jolie copine. Le flic est joué par Maraval. Et joué par mon producteur Vincent Maraval, qui joue le flic, mais qui improvise de manière magistrale. Et je me suis dit, tiens, il y a une musique qui marchait très bien, c'est la musique de Cannibal Holocaust par Chris Ortolani. Je me suis dit, attends, ça va pas coûter cher, c'est la musique de Cannibal Holocaust. Et on l'a contacté. Et tout d'un coup, le mec, il a répondu immédiatement, c'est quoi l'histoire du film? Et on a raconté un film sentimental avec quelques séquences d'amour explicites. Et ça, je dis, oh, je veux pas que ma musique, que mon œuvre participe à un film pornographique. Le gars de Cannibal Holocaust, quoi, c'est assez génial. Alors que j'ai pas trouvé que mon film soit crade une seule seconde et que Cannibal Holocaust, c'est vraiment l'hymne à la craderie la plus ultime. Et il y a, dans l'extrait qu'on a entendu de Love, il y a sa musique des Gobelins de Profonde de Rosso. Une autre question. Il y a même une musique dans Love de Bobby Beausoleil. Ah. Oui. Dans le fond, là. Oui. On vous écoute. Moi, je voudrais revenir sur déjà un peu les origines. Vous avez dit que c'était Luc Moulet qui vous avait un peu poussé. Luc Moulet, il m'a pas poussé. Je l'ai contacté parce qu'il savait comment monter des sociétés quand on n'avait pas. Il avait des bons tuyaux. Monter une SARL, il faut un capital.
À l'époque, j'étais fauché. Le seul capital que je pouvais, c'était je sais pas, j'avais l'argent de m'acheter une VHS. C'était pas. Et du coup, le mec, il vous montait des groupements d'intérêt économique avec zéro capital, zéro francs. C'était même pas des euros. C'était et du coup, et le mec, il te donnait un petit cahier. Comment faire pour effectivement pour arriver à grappiller de l'argent à droite à gauche. Et il était très très sympathique. Hein, je crois que c'est dans les années fin 80, début 90, il avait écrit un article dans les cahiers du cinéma qui était les 12 façons d'être cinéaste. Et il classait les cinéastes selon leur signe astrologique. Vous êtes Capricorne. et il disait des Capricornes, dont font partie d'ailleurs Dziga Vertov, je crois qu'il y a Murnau, enfin il citait quelques-uns comme ça, et il disait c'était impossible de mettre vraiment le doigt sur ce qu'ils étaient vraiment, mais s'il y avait un point commun entre tous les cinéastes qu'il citait, c'était la négation du moi. Alors ma question c'est, est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Et j'aimerais juste dire un deuxième truc très rapidement. Vous avez dit des trucs super intéressants sur votre travail avec les acteurs tout à l'heure. Mais en vrai, la question, elle est pour Philippe, parce que lui aussi, il a joué dans un film, il a joué dans Vortex. Du coup, on travaille comment quand on est dirigé par Gaspard Noé? Voilà, c'était ça. Pour le signe astrologique, la date de naissance, je vais répondre vite. J'y crois pas une seconde. Je suis né le 27 décembre, le même jour que Gérard Depardieu et que Mao Tse-tung. Et la négation du moi, je pense pas que ce soit le cas. Alors, ça fait comment de travailler, Gaspard? Ah ben c'est extraordinaire. Je veux dire, on a un coup de fil la veille. Et tu peux pas venir demain, voilà, et tu joueras un critique de cinéma, et voilà. Et pour moi, ça a été une chance formidable parce que j'ai vu Gaspard au travail. C'est-à-dire que c'est très désagréable quand vous êtes journaliste et que vous allez sur le tournage d'un film, même si vous êtes mandaté par une revue, vous gênez tout le monde parce que les gens disent mais il fait quoi? Il va nous espionner? Qu'est-ce qu'il va raconter? En plus, on n'a pas envie de parler d'un film qu'on est en train de faire. Les gens, ça les déconcentre. Et là, bah, du coup, comme j'étais acteur, j'ai été accueilli à bras ouverts et comme un membre de la confrérie, quoi. Et surtout, j'ai vu cet extraordinaire ballet quand on a commencé, parce que Gaspard nous a parlé, il dit bon, alors vous faites un comité de rédaction, vous faites, alors peut-être, au début, il nous a dit, voulez-vous parler de Mizoguchi? Alors ça ne marchait pas trop bien, donc tout d'un coup, il lui a dit, bah tiens, si on faisait un écho sur la mémoire et tout. Alors, en plus, moi, j'avais envie de rester dans le montage final. Je sais que Gaspard est couple. Je me suis dit, il faut que je trouve une phrase. Nous sommes la mémoire du cinéma. Je me suis dit, bon, je vais dire ça. Peut-être que ça va lui plaire et que j'ai une chance de rester dans le montage. Parce que, bon, c'est quand même, je veux dire, merde, qu'on a fait Vortex, toi, on est content d'être dedans, quoi. Et pas simplement dans les scènes coupées, quoi. Et voilà. Et tout d'un coup, au moment qu'on commence les prises de vue, ce ballet avec Benoît Deby, chacun sa caméra, ils sont côte à côte, et tout d'un coup, hop, il se déploie, et j'avais l'impression que c'était comme un signe, et après, il y avait une chorégraphie des caméras et tout ça. J'ai trouvé ça extraordinaire comme moment. En tout cas, c'était drôle. Bon, c'est bien. Enfin, en tout cas, on s'est bien amusé. Il y a eu plein de variations de cette scène. Il y a même une scène où Dario me dit c'est toi, Philippe, je te laisse ma revue et tout ça. C'était assez déchirant. Il y a aussi, on a tourné une autre séquence, je sais pas, pour ceux qui ont vu le film, Dario, à un moment, il est au téléphone et il parle avec un ami critique de cinéma. En réalité, c'était Jean-Baptiste Toré qui était dans l'autre pièce et il discutait vraiment comme deux amis, etc. Et je les ai filmés en train de parler pendant 20 minutes, j'en ai gardé 3 minutes ou 4 minutes les meilleurs. Et même... Et on peut voir la séquence dans le Blu-ray français, en scène coupée. On peut voir Toré à l'autre bout, dans la pièce à côté, qui discutait avec lui. Mais après, ce qui est bien dans un film, et là, par exemple, dans cette séquence-là avec Dario Argento, à un moment, il dit « Je ne rêve pas comme Fellini ou Bertolucci ». Et je dis « Mais pourquoi il y a des séquences de rêve dans les films de Bertolucci? Pourquoi il a dit Bertolucci? En plus, comme on sait qu'il a coécrit un film de Léon avec Bertolucci. Il était une fois dans l'Ouest. Pourquoi tu as parlé de Bertolucci? Je dis merde, c'était bien, mais je vais devoir le couper parce qu'il mentionne Bertolucci. Et tout d'un coup, j'ai une idée de génie. Ça, c'est encore des idées qu'on peut avoir au tournage, au montage. Je dis est-ce que tu peux dire Mizoguchi? Et du coup, on enregistre Mizoguchi. Et du coup, j'ai remplacé le mot Bertolucci par Mizoguchi. J'ai dit, je ne rêve pas comme Fellini ou Mizoguchi. Et maintenant, ça passe.
Une autre question? Oui. Je crois que ce sera la dernière. Hein. Oui, on me fait signe en régie que la vie est courte. It's in English, if that's okay. You use like fonts a lot in movies, and I always like movies. I think lots of movies don't really find a form in typography. La question de la forme de la typographie dans les films, parfois, ça ne trouve pas vraiment sa place parce que les gens ne se posent pas cette question de la typographie et je pense que c'est très beau. Et pourquoi vous pensez que la typographie est importante dans le cinéma? Comment est-ce que vous avez eu cette idée-là? Dans les génériques, vous voulez dire? Dans les génériques? La typographie des cartons ou des génériques. Mon père, déjà, il est peintre, artiste peintre. On voit quelques toiles dans tes films. Hein. On voit des toiles dans Irréversible, dans Enter the Void et même un peu moins dans Vortex. Mais j'ai grandi dans un milieu où l'image... je suis un homme de l'image, pas du son, même si je mets de la musique dans mes films. Je n'ai pas une éducation musicale, je n'ai pas une éducation littéraire, j'ai vraiment une éducation visuelle. Et qui s'est très porté dans mon enfance et par la suite sur tout ce qui est cinéma, bande dessinée et aussi presse graphique. J'adore les dessins de la presse, j'adore les typographies de la presse et je considère que le générique d'un film comme son affiche, que ce soit sur le DVD, l'affiche qui est dans la rue, sont partie intégrante du film. Je ne comprends pas du tout comment certains réalisateurs laissent les distributeurs ou les producteurs faire les affiches sans se soucier de la cohérence formelle de ce qui sera le visage postérieur de leur film. Quand on pense à l'Orange Mécanique, on pense en premier à l'affiche. Après, tu penses au film. Il y a plein d'autres cas de films où un coup tu dis oui, Enter the Void, je pense que les gens ils pensent au générique. Et c'est pas un truc que tu vas laisser à la fin, c'est un truc qui doit faire partie intégrante du film. Et tant qu'à faire un générique, autant s'amuser. Tarantino s'amuse, mais celui qui s'est le plus amusé de tous les temps, c'est Godard. Et je crois que mon admiration de Godard, qui n'est pas totale, j'aime pas toute l'œuvre de Godard, mais par exemple, quand je vois Le Mépris et je vois son générique, je dis putain, quelle inspiration. Je suis pas envieux, mais je me dis tiens, il faut suivre l'exemple de ces gens qui réinventent même la nécessité du générique. Des fois, ils faisaient des génériques où c'était juste un seul carton avec des petites lettres, où il y avait presque personne de l'équipe. Et tu peux aussi faire ça. Et tu peux aussi le faire avec des jolies lettres. Et ouais, je sais pas, la typographie, ça véhicule beaucoup de choses. C'est comme la manière dont les gens s'habillent te parle plus de leur psychologie que souvent les conneries que les gens disent. Mais la typographie aussi peut te parler du film ou du monde dans lequel tu entres avant même que tu rentres dans le film. C'est une manière d'habiller les films pour faire le lien avec les vêtements. Voilà, on est obligé de s'arrêter là, malheureusement, mais on peut applaudir et remercier chaleureusement Gaspard. Et Masume Laïji, son interprète, en simultané pendant 2 heures. Je dois dire un truc, c'est de très très loin la meilleure traductrice que j'ai vue de toute ma vie. Hein. Wow, je l'ai vu des fois traduire des tirades de 40 minutes de Scorsese en 40 minutes non-stop. Je suis très heureux de t'avoir à côté.